Bonsoir. Je suis terrifié à l'idée de parler devant vous, sachez-le. Il faut que je le dise, puis après ça va passer. Effectivement, pourquoi? Parce que on vient de le dire, je n'enseigne pas spécialement parce que je veux faire de la pédagogie auprès des institutions, c'est vrai, mais c'est une nécessité puisque à peu près 90% des projets qui sont conçus dans l'atelier sont d'abord refusés. Depuis 20 ans, ça fait à peu près la proportion. Donc il y a un travail énormément de fond pour faire en sorte que ce qu'on a à l'esprit, les méthodes qu'on utilise et les résultats qu'on obtient, soient lisibles, soient compris et permettent alors d'être construits. Voilà, j'ai demandé une dia, je ne sais pas si elle peut venir. Je crois que quelqu'un m'écoute dans les cintres, peut-être pas. Est-ce que je peux avoir une petite dia? Non, je ne peux pas, je crois. Alors je vais faire une métaphore, c'est la même chose, je vais vous en parler comme ça. Si je demandais une dia, c'est parce que c'est très simple, c'est une dia blanche que je voulais avoir. Une dia blanche, c'est quoi? Enfin, c'est d'une part, vous auriez eu un écran blanc là, vous auriez eu la source, là voilà, et vous avez en fait ce nuage, cette projection. Il y a dans le travail que les architectes font, les concepteurs d'espace, etc., enfin tous les auteurs de projets et tous les bureaux qui collaborent à ce type de procédé, il y a un terme qui est très fort utilisé, qui est celui de, et c'est bizarre, même quand c'est construit, on le dit comme ça, c'est celui de projet. D'ailleurs, la critique architecturale utilise beaucoup le mot projetation. Voici une projection, en fait, un projet, c'est ça, c'est projeter. C'est en fait, à partir d'un énoncé, donc vous avez ce qu'on appelle la commande, enfin je vais y revenir, mais vous avez une idée quelqu'un a une idée en tête, considère un futur et met en œuvre un procédé qui lui permet un jour de faire apparaître ce qu'il a à l'esprit. Alors, la genèse, c'est ce qui nous sépare, c'est ce qui sépare la lampe de l'écran. L'écran, c'est quand c'est fait. La lampe, c'est quand on a l'idée. Entre les deux, vous avez un espace de frottement qui est extrêmement important, qui est la manière dont ce projet, cette idée ou cet ensemble d'idées interfère avec la société. Et c'est d'ailleurs ce qui donne un sens, je dirais, civil, si vous voulez, au métier qu'on fait. Donc, moi, je pense que chaque objet construit est un acte politique. Donc, toute construction et toute projection, si vous voulez, tout projet est un acte politique. Il l'est d'autant plus que cette surface d'échange existe. Donc, c'est vrai que dans les petites choses et les plus grandes choses que je vais vous montrer, pour moi, cette dimension existe. Donc, pour chaque idée, il y a dans l'architecture obligatoirement une surface de frottement. Je vais vous parler sur cette hypothèse-ci, comment vous dire, pour chaque projet qui émerge, de deux surfaces de contact. Il y en a une qui est le lieu où ce projet va émerger, où cette construction va apparaître. Il y en a un autre qui est l'atelier, l'endroit où la question apparaît, si vous voulez. Pour la première surface de contact, on a à l'esprit, à l'atelier, appeler ça une méthode, je ne sais pas, peut-être la deuxième partie, oui, mais ceci, c'est plutôt une conviction qui est liée à trois facteurs. Globalement, pour nous, les racines même de l'architecture, en termes de projet, reposent à la fois sur le programme, un premier vecteur, un deuxième, c'est le site, un troisième, c'est l'économie. Donc, je vais vous parler de ces trois vecteurs en essayant de faire apparaître à quel point ils sont mobiles. Ce sont pas donc ce que je vais vous parler, c'est pas de la théorie, c'est une manière de percevoir les choses et de vous les rendre, si vous voulez. Donc, le programme, c'est une chose extraordinaire parce que dans le métier qu'on fait, collégialement, je veux dire tous les gens qui participent à des projets comme ça, la base de cette activité, elle est d'un optimisme rare. C'est parce qu'on met devant nous une espérance, on nous apporte une espérance que les choses se conçoivent. Donc, pour qu'il y ait programme, il faut qu'il y ait une identité. Qu'elle soit individuelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit collective dans une série de programmes publics, il faut une identité. Il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit marquée. Sinon, il n'y a pas de projet. Donc, il faut une identité. Deuxième partie, c'est qu'il faut une idée.
Sinon, les choses ne se mettent absolument pas en route. Il y a énormément d'institutions qui fonctionnent et vivent depuis longtemps sans avoir la moindre idée de leur destination ou de leur destinée. Donc il faut une idée. Et ensuite, il faut reconnaître un futur. Donc quand on est héritier de cette partie-là, on a déjà une énergie formidable, si vous voulez. Voilà, pour démarrer ce que j'appelais un projet, il y a une énergie extraordinaire qui est dans la commande. On sait depuis, les critiques par exemple se sont portées sur, au début des années 90, vous connaissez tous cette villa de cet écrivain italien, Malaparte, griffé par Libera, l'architecte romain. Et donc une série d'écrits sont apparus, mettant très bien en lumière, si vous voulez, l'apport énorme de Malaparte sur le projet, essentiel, sur sa maison, par rapport à ce qu'on avait toujours pu lire jusque-là, qui était un projet de cet architecte Libera. Et je pense que pour tous les projets, cette matière est vraiment essentielle. D'ailleurs, on voit apparaître des projets où vous n'avez pas de maîtrise d'ouvrage. C'est des projets creux, c'est des projets qui sonnent creux. On sent à un moment donné qu'il y a des difficultés énormes et que certaines charges reposent sur des auteurs de projets, des architectes, des teams, pour faire apparaître du sens là où on ne leur donne pas. Et c'est une carence, c'est une difficulté. Donc d'un côté, il y a le programme. Nous, de notre côté, une fois qu'on est héritier d'un programme, il y a une grande partie du travail de l'atelier qui est de le sonder, si vous voulez, d'aller voir quel est le sens. Notamment, il y a beaucoup de programmes qui ont des matières paradoxales. Par exemple, on vient de finir un concours qu'on a déposé la semaine dernière, qui est le dépôt des œuvres d'art pour la communauté française, donc pour les ministère de la Culture de langue francophone en Belgique. Et les utilisateurs disaient, nous ne voulons pas apparaître parce que nous conservons des valeurs. Et l'infrastructure disait, nous voulons faire apparaître ce bâtiment parce qu'on voudrait que sa signification publique soit mesurable. Voilà, ça c'est une matière paradoxale qui est au sein du programme. Donc cette matière-là nous intéresse, quelle que soit l'équation un peu tendue, le choc que cela peut produire. Donc le programme, c'est donc cette matière à la fois généreuse et mobile auquel nous nous attachons. Ensuite, il y a, je disais, le site. Le site, en fait, c'est de nouveau, comment vous dire, je dirais c'est un lieu de grande fertilité. Pourquoi ? Parce que vous avez bien sûr, dans un site, quel qu'il soit, parce que tous les sites sont porteurs de sens, donc que ce soit ici faire cette institution de la Cité de l'Architecture et son extension, que ce soit travailler sur un toit de Paris, travailler dans la banlieue, développer une station d'essence, peu importe l'endroit, indépendamment du programme, le site c'est une matière extraordinaire. Pourquoi ? Parce que vous avez bien sûr tout ce qui fait l'énergie du paysage sur le plan fondamental, c'est-à-dire tout ce qui est géologique, climatique, microclimatique, etc. Mais vous avez également ce potentiel énorme qu'est la sédimentation humaine, c'est-à-dire l'anthropologie, les développements, comment dirais-je, de société, vraiment l'histoire sociale, ce qui s'est vraiment produit, ou l'histoire politique des hommes et des femmes à un endroit. Et cette matière-là, bien sûr, elle est beaucoup trop large pour travailler sur un projet, surtout quand c'est une tête d'épingle, vous allez voir des tout petites choses, mais malgré tout, pour nous, elle est essentielle. Donc on va pêcher du sens. À ce moment donné, je dis que mes chaussures, comment dire, quand il y a un site, je vais me promener, je ne suis pas tout seul, on est en équipe, on va se promener, et on dit qu'on enregistre par nos chaussures, en fait. Donc, à la fois, c'est une matière objective, donc on va étudier, on va ouvrir des livres, on va rentrer en bibliothèque, on va interroger des spécialistes sur les questions qu'on aborde, si vous voulez, ou les lieux qu'on aborde, mais ça, c'est une seule partie. L'autre partie, c'est la partie sensible. Celle-là, on essaye de mettre en œuvre, vous allez l'entendre plusieurs fois ce soir, je crois, une espèce de méthodologie du sensible, c'est-à-dire de pouvoir nommer des choses qui, plus on les nomme, alors qu'elles sont invisibles ou indicibles, qu'elles sont difficiles à détecter, plus on a un outil pour pouvoir imaginer, créer et rendre du sens là où il y en a. Troisième partie de ce que je voulais dire, troisième vecteur, si vous voulez, c'est l'économie. Alors je dis volontairement économie, je n'ai pas dit budget, parce que budget, c'est une matière qui est au sein de l'économie. Le budget, c'est une matière statique. Vous savez d'où je viens, donc j'arrive de Belgique. En Belgique, quand on fait des bâtiments publics, il n'y a pas de budget. Non, il y a des montages financiers. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que vous avez plusieurs partenaires, et il faut franchement s'entendre, c'est très compliqué. Quand vous avez un budget qui sort, un crédit qui sort et un programme, on a déjà facilité les choses. Nous, on nous demande, dans les missions que nous avons, les missions publiques, on nous demande quelque part d'être très proche de ce qu'on appelle les équipes de comité de suivi,
catalyseur, si vous voulez, d'énergie pour faire en sorte qu'on puisse assembler à travers une forme. Et donc, il y a déjà jeunesse de la forme, alors qu'elle n'est presque pas démarrée, je vais dire, mais on participe d'enjeux qui sont des montages financiers, c'est-à-dire des groupes d'entente. Voilà. Et on sait la politique belge en matière internationale ou en matière nationale, le fameux célèbre compromis à la belge. Donc, ce débat, c'est un débat de société qui se porte vraiment au cœur même des projets publics que nous faisons. Alors, l'économie, c'est un peu ce que je vous raconte là, mais c'est également, c'est pour ça que je prenais ce terme, la matière intervient énormément. C'est-à-dire, vous allez voir un petit projet tout à l'heure, qui est un projet que j'ai accepté parce que, donc qui était tout petit, qui faisait 100 000 euros, donc j'ai accepté. Pourquoi? Parce que j'avais mis des conditions, dont une qui était, je suis d'accord de le faire si on me suit sur le plan technologique. Parce que si on ne me suit pas, si on m'impose des canons constructifs, si par exemple on ne peut pas préfabriquer, ce que je souhaitais absolument faire, eh bien on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. Donc l'économie veut dire sur un projet donné, selon sa localisation et selon son importance et selon d'ailleurs les spécificités locales constructives, on peut développer une sensibilité et comment dirais-je, un apport énorme, culturel d'ailleurs, le know-how, hein, donc la capacité des entreprises à réaliser certaines choses. Il y a des localisations qui sont faites, donc on peut travailler avec ça, et c'est encore de l'économie. Donc quand je dis que la matière est trop large, vous m'avez entendu, elle est trop large, mais c'est globalement, ça balaye les trois secteurs que je viens de définir, donc à la fois commande, cette énergie, à la fois l'ancrage, ce que j'ai appelé le site, cette sédimentation sociale, et à la fois l'économie. Alors, une autre chose, une dernière chose, avant de commencer à vous montrer quelques images de ce qu'on produit, que je voulais vous parler, c'était quoi? Je vais y arriver. Je vais boire un coup d'eau, attendez. C'est une image, vous allez entendre. C'est peut-être pour ça que j'ai versé de l'eau, ça m'a aidé. Bon. Imaginez le mouvement. Imaginez ma planche à dessin, si je peux dire. Hein. Voilà, je suis plus sur une planche à dessin que sur un PC. Donc ma planche à dessin sur un bassin d'eau. En fait, le projet a un impact. Je disais tout à l'heure, il a un impact sur un site. Maintenant, il a un impact dans l'atelier. D'accord ? Et vous avez ces ronds dans l'eau, enfin qu'on a tous aimé en faisant des ricochets, ces ronds dans l'eau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le projet, vraiment, on s'est constitué au sein des équipes. Nous, on travaille de 8 à 16 en interne, et on travaille à peu près à 120 personnes de front, mais 8 à 16 en interne. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, donc, vous avez l'impact de la question qui nous est donnée, hein, donc de ce programme, dans le contexte que je viens de décrire. Eh bien, la première chose qu'on fait, donc il y a une série de cercles, si vous voulez, qui vont s'épanouir progressivement. Le premier cercle, c'est l'atelier. En réalité, quand un projet arrive sur les planches, quelque statut de collaborateur que ce soit, tout le monde reçoit, il y a 4 heures qui sont consacrées, 2 à la lecture, 2 à échanger. À quoi sert cet échange? En fait, on considère que le premier acte de mise en œuvre d'un projet, c'est un acte de création méthodologique. Donc, nous ne répétons pas systématiquement les mêmes méthodes sur tous les projets. On commence d'abord à se dire, tiens, sur ce projet-là, et on se bouscule. On discute franchement, d'ailleurs très franchement, de telle manière à ce que les questions méthodologiques, de démarrer par un point ou un autre, tout le monde connaît peut-être ce fantastique film de Clouseau là, sur Picasso. Hein, Picasso qui inlassablement fait un dessin. Il commence le bonhomme par l'oreille ou le poisson par la queue, peu importe par où il démarre, il y a le potentiel créatif, il suit une espèce de cheminement, et c'est parce qu'il y a cette espèce de mise en œuvre comme ça permanente, de souplesse, si vous voulez, de réflexion, c'est parce que cette souplesse de réflexion est là que, à la fin du processus, la vitalité est inscrite dans ce qui est dessiné, ou de ce qui est peint, dans ce qui est construit, si vous voulez. Voilà. Donc ça démarre par... c'est pas une remise en question, hein, enfin, ça peut l'être, mais enfin, c'est pas de ce point de vue-là. C'est une forme d'échange qui rend mobile la méthodologie qu'on va utiliser. Alors, le premier cercle, c'est l'atelier, c'est ce lieu de questionnement. Le deuxième cercle, c'est un peu plus subtil, mais vous allez très bien me suivre, je pense. C'est un détournement d'idées, enfin, d'une idée, d'un concept. Vous savez que les projets aujourd'hui... sur les tables, pas seulement des architectes, de tout qui fait des projets de société, le temps considéré à l'idée est faible. Le rendement est souhaité très fort, que ce soit en communication ou que ce soit financier. Le rendement est souhaité très fort. Alors, quand
on sait quand Kandinsky, par exemple, rentre dans son atelier en 1911, je pense, et qu'il voit cette peinture figurative. Il est les heures entre chien et loup, là, 6-7 heures du soir, enfin je l'imagine ainsi, et il voit cette peinture au mur, et pour lui, la figuration n'existe plus. Ce qu'il voit, c'est un rapport de couleurs, de masse, de lignes, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que lui, quand il sort et quand il rentre et quand il consacre du temps à d'autres choses, le temps, cet merveilleux outil de décantation qui fait qu'on parvient à aller au centre de la question qui nous habite, parce que quand on est toujours collé à la question, finalement, on ne parvient plus à formaliser. Donc ce temps de décantation, on sent qu'il part. D'ailleurs, je recule, quoi. Il part, on ne nous le donne plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a été chercher, à la fois dans la psychanalyse et à la fois dans la littérature, les rapports entre les deux sont tellement évidents, enfin vous allez comprendre. Donc, on a été chercher, notamment dans la littérature, chez un des auteurs remarquables de ce pays, qui est Flaubert. À un moment donné, je lisais un texte de lui qui était ce livre réécrit 3 fois, qui est La Tentation de Saint-Antoine. Et dans les premières pages consacrées par le critique, d'ailleurs, à Flaubert, il dit à un moment donné... Donc visiblement, c'est un texte qui va travailler toute la vie de Flaubert. Donc il va y revenir par décennies. Enfin bon. Et ces critiques disent à un moment donné, Flaubert invite ses amis. Je sais pas, il a un pavillon de chasse quelque part. Je ne sais pas très bien ce qu'il en est en fait. Mais il les invite simplement à une lecture du travail qu'il fait, du manuscrit qu'il a écrit. Alors qu'est-ce qui se passe à travers une lecture comme ça, de notre point de vue? Donc voilà un auteur, voilà quelqu'un qui a une idée et qui laisse des traces, qui met des signes, qui juxtapose des mots, qui crée une syntaxe, enfin une couleur, une musicalité, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien, il a une idée en tête, il a donc une espèce de... Ce qui est à la colonne vertébrale d'une conception, à mon point de vue, c'est la conviction. Et il mesure entre sa conviction et les mots qu'il met en œuvre les écarts. Et ça, il peut les corriger parce qu'il prend une langue qui n'est pas seulement la langue écrite, mais la langue parlée, à des personnes qui ne connaissent pas son texte, qui n'ont pas lu, qui ne savent rien. Et donc, il est obligé de considérer, et à travers cette considération, il prend une certaine distance, vis-à-vis des propres signes qu'il a générés. Le parallèle avec la psychanalyse, vous allez le comprendre très facilement aussi, c'est du même ordre, c'est-à-dire, on utilise dans beaucoup de métiers, et vraiment pas dans le nôtre, ce qu'on appelle comment on dit ça? Allez, ce travail de supervision, enfin voilà, c'est le terme utilisé. Donc, vous vivez une série de cas médicaux, de cas psychologiques, etc. Et pour pouvoir progresser dans votre propre constitution vis-à-vis de l'analyse de ces situations, un superviseur vous permet d'avoir un énoncé et de prendre une certaine distance. À travers cette distance, vous vous constituez et vous avez un énoncé qui vous permet de progresser. En fait, ce que nous faisons à l'atelier, nous travaillons avec le deuxième cercle. Le premier, c'était l'atelier. Je reviens à mon verre d'eau, là. Et deuxième cercle, ce sont des lecteurs. Donc, nous travaillons à 4 personnes depuis 20 ans, 22 maintenant. On est tous architectes, on est tous amis. On fait tous partie de la même ville, enfin, plus ou moins, dans les environs. Et aucun des projets des 4 architectes, depuis 20 ans, n'a été montré à une maîtrise d'ouvrage ou a été déposé dans un concours sans que l'un d'entre nous ait été lire le projet de l'autre. Donc il y a un modus vivendi, c'est 24 heures. On est obligé, un des 3 autres, de répondre oui dans les 24 heures. Et à ce moment-là, ce qui se passe, vous savez, et de nouveau, pas seulement dans les ateliers d'architecture, mais c'est très symptomatique quand vous téléphonez dans certaines administrations, dans les endroits où on travaille à beaucoup. Parfois, vous vous trompez de voix. Vous dites allô Paul, c'est pas Paul qui est là, hein, c'est un autre. Mais il utilise les mêmes mots, les mêmes intonations. On finit dans un atelier par avoir un jargon, par exemple, par dire vraiment les mêmes choses. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est, dans le principe du lecteur, c'est que lui, d'abord, il ne va pas nous laisser baratiner nos histoires, il va nous couper s'il pense que ce n'est pas clair. On est obligé d'ailleurs de retomber dans nos chaussures, si je peux dire. On est obligé de réenregistrer le sol, ce que je disais tantôt, de partir du début et d'expliquer très rapidement le travail qu'on fait. Et cette distance nous apporte un éclairage absolument extraordinaire, du même type que celui que je pouvais percevoir dans ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Flaubert. Le cercle suivant, c'est ce qu'on appelle les personnes ressources. Alors, les personnes ressources, ça représente jusqu'à l'heure actuelle plusieurs centaines de personnes pour le travail qu'on mène aujourd'hui.
ce sont des personnes qui sont dans la société civile ou à des titres très divers, vous allez le comprendre, et pour lesquels on considère à un moment donné que ce serait intéressant qu'on les rencontre. Ça peut être, ça a été le cas des physiciens, des démographes, des sociologues, des plasticiens, des gens dont on lit la signature au bas d'un journal, d'un article, d'une émission télé, on note, on fouille, on trouve les coordonnées, et on dit tiens, sur ce projet-là, ce point de vue-là, ce serait formidable que ce monsieur ou cette dame vienne nous dérouter dans notre boutique. Voilà, on va lui expliquer le projet, on va échanger, et avec ça, on va voir ce qui peut être porteur, ce qu'on n'a pas vu derrière la porte, si vous voulez, qu'on n'a pas vu derrière la porte de nouveau, parce qu'on est lancé dans un processus dans lequel, je l'avoue, le plaisir de créer est énorme, mais il occulte une partie des questions qui nous sont renvoyées par un projet. Donc ça, c'est le cercle des personnes ressources. Ensuite, plus large encore, on travaille humblement, mais enfin dans le domaine de la recherche appliquée. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Donc, on sait les difficultés aujourd'hui en Europe de développer la recherche dans énormément de domaines. Les budgets ne sont pas disponibles. Mais sur le plan de l'architecture, considérons qu'il n'y en a pas, ou vraiment extrêmement peu. Sur le plan de la construction, oui, mais sur le plan de l'architecture, il y en a très très peu. Alors, par rapport à ça, nous, on fait des appels du pied assez forts, si vous voulez, du pied de... Enfin bon, on fait des appels, auprès de trois groupes, si vous voulez, qui, en faisant converger les intérêts, nous permettent de faire de ce qu'on appelle la recherche appliquée, donc la recherche appliquée sur projet. Ces trois groupes, ce sont les universités, les fabricants et les constructeurs. Les universités, parce qu'elles possèdent des laboratoires de recherche non appliquée, justement, de recherche fondamentale, qui nous permettent, par certaines voies, d'aborder des questions qu'on ne saurait pas aborder avec d'autres partenaires. Le deuxième, les fabricants ils innovent une série de produits, mais les contingences de mise en œuvre, ils en sont assez éloignés. Les troisièmes, les constructeurs, c'est des gens de terrain. Une fois que vous imaginez un certain type de verre, encore faut-il le placer, etc. Et donc, ce sont des gens de terrain et sur lesquels les méthodologies constructives sont en perpétuelle évolution. Et ce sont donc des partenaires de recherche appliquée. Donc, quand on met au point un projet, je vais le montrer à travers le MAX, le Musée des Arts Contemporains, vous allez voir que vous avez une synergie entre les trois qui produit des choses à partir d'un énoncé que nous, auteurs de projet, équipe d'auteurs de projet, on met en œuvre. Un peu comme en réalisation de cinéma, je dirais. Alors, le cercle suivant, et puis je vais arrêter là, parce que vous voyez que ça s'étend, mais il faut que j'arrête aussi, c'est que pour les petits comme les gros projets, on travaille avec les artisans assez tôt. Enfin, une fois qu'on nous autorise un plan, vous avez entendu qu'il y avait une jeunesse très compliquée chez nous, mais une fois qu'on nous autorise une construction, on est vite à travailler à la planche à dessin avec les artisans, à dessiner toutes nos idées techniques et à les transposer dans la matière, ce qui donne des équipes qui passent au niveau de l'atelier en permanence pour mettre au point, alors que nous n'avons pas les coûts de construction. Donc, pour l'ensemble des petits projets et pour pas mal de gros projets, nous mettons au point bien avant le marché, si vous voulez, de telle manière à pouvoir correspondre avec l'économie. Donc, l'économie, pour nous, c'est un outil aussi fort que le programme. Donc, c'est parce qu'on va faire ce projet à tel montant qu'on va mettre en œuvre de telle manière. Mais il nous faut, avec nous, des artisans pour collaborer à cet énoncé. Alors, je vais vous montrer un premier projet. Surtout si mon PC veut bien, parce que tantôt, je vais vous faire patienter une seconde, je crois. Il s'est endormi. Ça va arriver. Tout à l'heure, on a fait une machine à stress là derrière. C'est que le PC ne voulait rien dire. Et comme j'avais déjà le trac, c'est remonté d'un cran. Ouais, il a envie de dire. Un peu de patience, s'il vous plaît. Le PowerPoint se remplit. Et moi aussi. Voilà, j'ai une image. Je l'ai plus grande. Je peux à la suivante, je vais y revenir après. Est-ce que tout le monde voit bien avec ça? Est-ce que ce croquis est
Bon, je vous explique. On est ici à Tongres, en Belgique. Vous avez deux villes qui se disputent comment dirais-je, la plus grande ancienneté. Donc elles sont toutes merci. Elles sont toutes du IIe siècle. C'est Tournai, qui est finalement ici au nord, au-dessus de Valenciennes, et c'est Tongres. Derrière moi, c'est un petit croquis de la ville de Tongres, qui est une petite bourgade qui a été construite sur une voie romaine, donc, et qui a été enserrée d'un mur romain pour lequel il reste encore aujourd'hui à peu près 35% du mur, de son périmètre, à des hauteurs diverses, mais de manière assez amusante. Ce mur est parfois dans le jardin. Donc, dans beaucoup d'espaces domestiques, dans le bout du jardin, au milieu du jardin, le mur passe et puis il s'enfoui, il remonte et on le redécouvre. Il est serti de tours, etc. Et on a demandé à la commune de la ville de Tongres, a demandé une série d'architectes, une série de plasticiens plutôt, et quelques architectes de la région de l'Eurégio, donc la région Hollande, Belgique de l'Est et Allemagne, de concevoir une idée, de faire une proposition sur une manière de traiter, enfin de questionner, je sais pas, de réfléchir à propos de ce mur et de donner une signification. Alors, j'étais faire quelques pas dans la campagne, je disais tout à l'heure mon petit enregistreur là, dans mes semelles, et donc je fais des croquis. Ce qui est vraiment frappant dans l'ensemble des croquis que je fais, c'est que la basilique du XIIe siècle qui est là, donc avec ses pinacles, etc., est visible à travers des voies et des chaussées extrêmement rectilignes comme ça, qui mènent sur ce paysage totalement plat autour de Tongres. Et je réfléchis ce que je pourrais apporter, en fait. Bon, je commence à imaginer des choses que je pourrais mettre sur le mur, etc. Je me dis quel sens ça peut avoir. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est les silex qu'ils utilisent? Enfin, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et finalement, de tous mes croquis, je ne sais pas si on voit bien ça, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a dessus, parce que c'est un peu ténu peut-être. Mais c'est la basilique au centre, et autour, c'est ce mur. En réalité, je me suis dit à un moment donné, tiens, ce qui m'intéresse, c'est au fond pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait qu'une communauté humaine s'est installée à un moment donné à cet endroit. Voilà. Quelle est la conviction qui fait que cet endroit-là plutôt qu'un autre? En tout cas, c'est là qu'elle se met, et on peut donner la puissance énorme de cette conviction qui génère une communauté pendant 2000 ans. On peut la transposer sur le plan symbolique à cet élément, voilà, cette émergence de la basilique, et à la fois à ce mur. Alors on a imaginé un système, il faut savoir qu'entre les deux, aujourd'hui, vous avez toutes les constructions de la ville, d'ailleurs toutes les époques de la ville, toutes les maisons, etc. Enfin tout ça existe. Et donc ce que j'ai demandé à la ville, c'est qui me demandait de concevoir ce projet, c'est simplement d'effacer. Voilà. Sur cette image, on a effacé. On a laissé le mur et la basilique. C'est tout. Le reste, tout ce que j'ai demandé, c'est une hauteur. La matière, je n'en ai même pas parlé. Je dis, vous mettez ce que vous voulez. Je ne veux rien savoir de la matière que vous mettez, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous retiriez ce qui n'est pas la puissance de ce mur d'il y a 2 siècles et cette tour d'il y a 2000 ans, pardon, d'il y a 8 siècles, la tour. Et donc, on a simplement masqué. Eux, ils ont pris une toile dont on se sert en Flandre pour, quand vous avez des bâtiments mitoyens, vous en démontez un pour le reconstruire. En attendant, vous devez habiller les murs pour qu'il ne pleuve pas dans les maisons. C'est cette toile-là qu'ils utilisent. Voilà, donc j'ai 2 images peut-être de ça. Voilà le soir. Et j'étais un soir avec ma femme. Vous voyez, il y a un piquet de football et on rencontre quelqu'un qui se promenait. Et il nous dit, vous voyez, cette commune, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Parce que ici, ils créent des abris à vent pour le football. Donc voilà, c'était un bon moment pour moi. Ici, on est à Bruxelles, chaussée de Waterloo sur cet endroit. Oh, j'ai un pointeur, je crois, attendez. Ce sera plus facile que d'essayer de monter sur l'écran. Alors, voilà, une chaussée de Waterloo. Donc le centre-ville est dans les Limbes, ici, voilà. Le bois de la Cambre, voilà. Et vous avez ici un endroit qui s'appelle le Ver Chasseur, donc on est à 2 minutes du centre-ville de Bruxelles. Ceci, c'est une pompe à essence. Vous avez une petite Stroche, une petite rue qui mène à une école européenne, donc on est bien à Bruxelles. Et vous avez une toute petite parcelle qui se trouve ici, une micro-maison. C'est de celle-là que je voudrais vous parler. Ça, c'est des parkings qui sont juste à côté. Voilà.
La voilà, cette maison. Donc j'ai une amie qui me téléphone, qui me dit, écoute, voilà, j'ai trouvé une petite maison moche et je voudrais que tu viennes voir. Voilà, un piège amical. Et en fait, cette petite maison, donc elle a été habitée, elle a été construite en 1900, elle a été habitée pendant 50 ans par un couple. Le monsieur vient de décéder et la dame seule dit, moi je ne sais plus prendre la charge de ça, voilà. Et donc elle vend cette maison à cette amie qui vit seule, donc c'est un programme très élémentaire. Et elle me dit, est-ce que tu crois qu'on peut faire quelque chose, enfin je ne sais pas, réfléchir, est-ce que je me trompe d'investissement, est-ce que je dois aller ailleurs, moi, plutôt que d'acheter ça? Et finalement, je ne la décourage pas, que du contraire. On voit le garage sur la droite, là. Et je lui dis, d'accord, mais alors ce qu'on pourrait faire, enfin, on va faire un préalable. Toute la vie de ce couple là autour, c'est-à-dire ils ont mis toute une série d'annexes qui représentent 60% de la surface de terrain. Et donc je lui propose, on va le voir, je vais courir un peu dans les images et je vais faire en arrière après. Attendez, voilà, ici. Donc je lui propose une première chose qui est, non seulement on va retirer toutes les annexes, parce que de mon point de vue, quand je me mets à étudier, je sens que ce que tu me demandes, c'est, on sait tout mettre dans cette petite chose-là. Là où ce couple vivait dans quelque chose de plus grand, mais j'ai une idée pour chaque plateau, pour chaque étage. Je sais comment on pourrait arriver. Une deuxième chose, c'est, pour y arriver, ce qu'il faut faire, c'est extraire l'escalier qui est à l'intérieur, qu'on devine à l'intérieur de ce volume, et de le mettre à côté. C'est ce que vous allez voir ici. Voilà. Donc, on va agripper une structure totalement neuve latéralement. Quand je dis qu'on a retiré les annexes, on a non seulement retiré les annexes, mais on a haché tout ce qui était sur les façades. Donc, les briques jaunes que vous avez vues, ce ne sont pas des briques, c'est du ciment tracé au joint, peint en jaune, donc ce n'est pas vraiment des briques. Donc, on a haché ce ciment et on s'est dit, on va retrouver. En Belgique, quand on a fini une construction, je ne sais pas si en France ça marche comme ça, moi j'aime bien cette tradition, quand on a fini la charpente d'une maison, donc voilà, le bâtiment, la charpente, on met un bouquet de genêts. Voilà. Donc après, on cède le relais au suivant. Donc nous, on a été retrouver le bouquet de genêts, si vous voulez. Donc on a retiré, on a déshabillé, on a retiré les plâtres intérieurs, on a mis une grosse sableuse et on a retiré vraiment tout ce qui était décoration. On est revenu aux charpentes d'origine, aux planchers d'origine, aux murs d'origine, etc. Et puis on fait cette greffe d'un escalier, vous le voyez, sur une seule volée qui va desservir les trois plateaux, les trois étages. Donc cet escalier, on va s'y attacher un peu. Donc il y a une série de modèles qu'on va développer là-dessus, tous les plus complexes les uns que les autres. Et dans le team de travail dont je parlais tout à l'heure, ces artisans, ils vont nous apporter des technologies et des mises en œuvre qui vont faire qu'on simplifie le travail jusqu'au point que vous aviez sur cette image. Donc quelque chose de vraiment très simple. Ensuite, une autre chose que je vais lui proposer, que vous voyez déjà apparaître ici, mais je cherche après un petit croquis. Le voici, c'est vraiment un crowbar, mais enfin je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a dessus. Donc on a l'escalier sur la droite du croquis et on a la maison effectivement au centre. Je ne sais pas du tout la qualité pour vous de ceci, mais voilà de l'image. Et vous voyez un petit trait ici, un petit commentaire, c'est comment percer. En fait, l'idée que je lui propose, c'est la suivante, c'est de dire, nous allons ouvrir, puisqu'on a dégagé un espace nature relativement important, puisqu'on a récupéré tout ce que les annexes occupaient. Donc, c'est une matière assez sensible. Il faut savoir que sur le plan poétique, puisque vous vouliez que j'en parle, donc je vais en parler un peu, nous, on travaille un peu comme des photographes, si vous voulez. Donc, on tombe vite amoureux des lieux. Alors, on essaie de dire, tiens, quel sens ça a pour nous, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on n'est pas du tout brutal dans un premier temps, on observe. Et on dit, tiens, quelle est la représentation qu'on en a? Si on devait photographier, quelle beauté on irait voir derrière? Et on s'est rendu compte que dans les murs de clôture, on est dans le centre de Bruxelles, tout est bien clôturé, et donc dans les murs de clôture, il y avait une matière poétique formidable, de notre point de vue. Et on a essayé plutôt d'accompagner cette poésie latente, si vous voulez, de la reconnaître, et puis d'avancer. Alors, on s'est dit ce qui serait bien, c'est au rez-de-chaussée, si on pouvait dégager, on va trouver des structures assez bizarres, vous allez voir, pour dégager le rez-de-chaussée. Et au premier, à l'inverse, ce qu'on a fait, c'est de se dire, mais si on pouvait avoir un mouvement rétinien différent. Donc, on va prendre l'idée, ça c'est assez violent, on a fermé les fenêtres. 100%. Donc il fait noir, premier, il fait noir. Puis on s'est dit,
Maintenant que c'est noir, comment pourrait-on faire pour obtenir une lumière de type sous-bois? Le premier, c'est la chambre, la salle de bain, si vous voulez, c'est sans mystère. Et donc, on a voulu faire des percements, c'est la question qu'on se pose sur ce croquis. On a mesuré la hauteur de Aline, puisque son prénom c'est Aline, on a pris la hauteur de ses yeux couchés, puisque son lit partait de son appartement dans cette maison. Assise sur son lit, assise sur une chaise, debout, on a tracé des portées, et sur ces portées, on a dessiné les endroits où on aurait bien, comme l'outil à... C'est la saison d'ailleurs, à retirer le cœur des pommes, là, pour faire des pommes chaudes. Là, hein. Voilà. Donc on s'est dit où est-ce qu'on pourrait percer. Et entre les contingences intérieures et les contingences extérieures, on a vu une cage d'escalier s'installer latéralement, bien sûr on ne va pas percer à cet endroit-là, on a dessiné sur ses portées, selon les proportions de son corps hein, ou de ses yeux, on a dessiné ces petits percements. Alors, je vais rentrer dans les images. Ça c'est des croquis latéraux, ça c'est la ville, on a vu. Voilà cet escalier, en plan, je peux peut-être montrer rapidement. Donc on a mis un mur ici dans l'alignement de ce qu'il y avait chez le voisin. Vous voyez des espèces de pas japonais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bon, on a dégagé complètement l'étage ici, le rez-de-chaussée. Donc on a remplacé tout ça par des structures de soft engineering, si vous voulez. Soft engineering, c'est de travailler de manière en conservant le maximum de matière et en travaillant avec des structures de confortation extrêmement légères. Donc ça demande une connaissance de la matière assez poussée, si vous voulez. Cuisine. Et au premier étage, pour ceux qui parviennent à voir, vous allez voir que cet étage est très libéré, sauf que vous avez deux traits croisés, on dirait des Mikado en plan. En fait, c'est quoi? C'est deux portes qui vont du sol au plafond, qui font à peu près 1,60 m, non plus, 2,40 m de large, chose comme ça, et qui parviennent, quand on les superpose, à fermer complètement l'espace. Mais ces portes sont sur un ergot, un pivot, comme les ventailles de portes de château, là, donc, avec une bille, pas un roulement, une bête bille, et on peut manipuler ces portes. Et c'est ça qui va façonner l'espace. En fait, j'ai eu la chance un jour de frapper à la porte de la maison de Melnikov, où son fils habitait toujours, et il m'a montré cette maison. Melnikov avait fait une maison en forme de deux cylindres légèrement imbriqués, et les chambres notamment possédaient non pas des éléments mobiles, des éléments fixes. La chambre était une espèce de dortoir avec deux radiales, si vous voulez, qui séparaient les trois lits. Mais la poésie dans ce lieu était extrêmement importante, et j'avais encore ça à l'esprit. Alors, si j'avance, voilà cette maison. Donc, la structure latérale de ce petit objet en fait est réalisée à 100 km de là. Elle est amenée en camion. C'est une structure en bois très légère. Elle repose sur un petit cylindre d'acier qui fait 4 cm de diamètre, voilà, sur le petit socle qui est là. Et on voit ces petites fenêtres de l'étage. Et le statut, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est que le statut domestique, en rebouchant les fenêtres, diminuait. Le statut plastique de l'objet augmentait. Donc en fait, on travaillait bien avec ce corps de 1900, mais on essayait avec lui de mettre en œuvre une nouvelle forme d'énergie. On voit également le V qui est là, si vous voulez. Si je me mets au centre, vous allez voir qu'il est excentré. Donc reprise des charges médianes au centre et du porte-à-faux à gauche. Et vous avez 2/5 d'appui et 3/5 qui s'équilibrent parfaitement, donc naturellement. Voilà. Alors, image suivante. On voit aussi le jardin, en fait, c'est quelque chose qui est laissé en friche. Et j'attire votre attention sur ça, par exemple, qui m'intéresse beaucoup, qui est le vieux monsieur. Il avait fait un garage avec quelques petits piliers en maçonnerie. Il avait mis de l'ondulé, de la marque Eternite. Et quand on a retiré les petits piquets, on était très heureux, nous, parce qu'on avait des tableaux en chaux qui nous intéressaient beaucoup. Voilà encore cet escalier latéral. Au premier étage, on a ce mouvement. Donc, vous pivotez le panneau de gauche, vous voyez, à deux petites butées. Vous rentrez soit dans la salle de bain, soit dans la chambre. Et on voit les structures très apparentes. On voit aussi qu'un miroir en pied est sur cet élément, à sa demande. La salle de bain, avec, vous le voyez, dans ces percements,
le miroir de la salle de bain, en fait, c'est la fenêtre. Donc vous ouvrez le miroir et vous ventilez. Et bien sûr, le miroir de la salle de bain, vous pouvez le mettre exactement en face de l'autre, donc vous avez cette image d'infini qu'on voit notamment dans la maison de Victor Horta à Bruxelles. Et également, vous avez une de ces faces qui est entièrement noire. C'est celle qui est derrière le miroir. Et donc on joue, vous le voyez, sur des tranches noires un peu partout, sur la bichromie qui était exactement sa demande. Ici, on change de lieu, on se déplace, on est à Mons. Ou plutôt non, on n'est pas à Mons en fait. Mons est à 6 km de là, on est dans une banlieue dans laquelle alternent les champs, les industries et l'habitat, dans la région la plus pauvre de Belgique, la province la plus pauvre, mais également le secteur le plus pauvre. Donc il y a des fonds FEDER, des fonds européens de développement structuraux, régionaux, qui sont extrêmement impliqués sur ce secteur, et c'est notamment dans le montage financier avec ces fonds qu'on va réaliser une idée qui semblait, qui a mis du temps à apparaître, qui est de faire un musée des arts contemporains pour la communauté française de Belgique, donc pour la partie sud du pays, pour le ministère de la Culture, partie sud du pays. Alors, ils ont choisi politiquement ce lieu, qui est donc très difficile d'accès, puisqu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de train, ce n'est pas un centre urbain. Voilà, il faut savoir que la commune qui est à côté de cet endroit n'a toujours pas d'égout public. Donc, c'est un endroit assez redoutable. Vous avez eu un split que tout le monde connaît dans toutes les régions d'Europe. Là où on fait de l'industrie extractive houillère, il y a un chambardement énorme dans les années 50 et 60, avec des problèmes sociaux extrêmement difficiles à surmonter en décennies pour remonter un tissu de compétences qui a été détruit, un tissu social détruit, une économie, etc. Donc c'est un lieu extrêmement délicat pour placer quelque chose qui est un musée des arts contemporains, c'est-à-dire l'art qui est le plus difficile à communiquer, puisque nos contemporains donnent leur vision, leurs sensations, etc. de la société d'aujourd'hui, et il est difficile d'accéder pour tous à ce niveau d'expression. Donc voilà un challenge et un paradoxe assez terrible à relever. Alors ce site est un site majeur du patrimoine européen sur le plan archéologie industrielle. Il est le fruit d'une conception qui va se dérouler durant 10 ans, donc très rapidement, 1822-1832. Un industriel du Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Henri de Gorge rachète un site moribond, trouve les bonnes veines de charbon, et très rapidement va se rendre compte que, alors qu'il veut développer son industrie, il n'y arrive pas parce que les gars qui descendent dans la mine sont mi-temps mineurs, mais ils sont mi-temps fermiers. Donc il n'arrive pas à fédérer son projet. Alors ce qu'il va faire, il va créer des corons avec un niveau d'hygiène très important, mais également avec des développements de type social, si vous voulez, notamment une scolarité obligatoire jusqu'à 12 ans. Vous savez que les bambins, à partir de 8 ans, voire 7, creusent dans les petites veines. Il va faire un autre procédé. On est très proche des utopistes, des familistères, etc. Donc c'est la même branche, hein, c'est la même voie de réflexion. Et il va concevoir un site qui est assez étonnant, hein, qui est basé sur 2 axes. Donc la lisibilité de la structure de société est assez claire, mais 2 axes qui définissent une première cour et une cour ovoïde. Je vais prendre, plutôt que faire des grands gestes, de nouveau ceci. Une cour ovoïde. Et ce que vous y trouvez, donc vous avez l'accès ici, une lampisterie hein, pour les lampes à carbure, une grange au foin, ça va nous aider pour la lecture après, et des écuries, puisque le principe de base c'est l'hypotraction, mais lui ne va pas s'arrêter à ça. Il va très rapidement, et à partir de 1932, c'est-à-dire c'est la première voie industrielle européenne, 1832, il relie ce site au canal avec une voie de chemin de fer cheval-vapeur. Alors, tout ceci, ce sont des ateliers, excepté une salle de machine ici, dans laquelle il va notamment développer ses charrois vapeur, et le bâtiment pour l'administration et la direction, et les ingénieurs, la maison des ingénieurs. Voilà un monument qui lui est consacré, et dans le petit axe, donc vous avez cette salle de machine, cette maison, et vous avez son palais ou sa maison, sa propre maison. C'est assez importante, qui n'occupera jamais, puisqu'il décède en 1932 lui-même, en 1932 ou 1933. Alors, dans ce site, la communauté française souhaite implanter un musée des arts contemporains et
confie à un personnage tout à fait épatant, j'ai eu la chance de travailler avec lui 10 ans, enfin je travaille toujours avec lui maintenant, mais qui est Laurent Buzine, et qui est donc conservateur conseil. Il deviendra directeur, ce qu'il est toujours aujourd'hui, de cette institution. Alors, il considère, donc, pour faire ce musée, différents points de vue en matière de programme. Donc, d'une part, c'est un musée classique, puisqu'il y a des salles, il y a des réserves, il y a une administration, et il y a un pôle pédagogique sur lequel je vais revenir. Mais aussi, il dit les collections que la communauté a acquises sont insuffisantes pour mettre en œuvre un musée à cet endroit d'envergure. Envergure, ça veut dire que les gens y viennent et y reviennent. Donc, il imagine deux choses. La première, c'est qu'il n'y ait pas de collection ou peu de collection. Il y a une collection qui s'établit, mais avec des moyens très faibles, petit à petit. Il considère également que le réseau autoroutier, c'est le vecteur. Donc, à partir de là, c'est 2 expositions majeures par an. Il considère également qu'il ne peut pas concurrencer les grandes institutions du Sud comme Paris, de l'Ouest comme Londres, du Nord comme Rotterdam ou Amsterdam, ou de l'Est comme l'Allemagne, Cologne, etc. Donc il ne sait pas, il a le 10e des budgets ou le 20e des budgets d'acquisition. Donc il ne va pas acheter son Buren ou son Richard Serra. Ça n'a pas de sens puisqu'il va épuiser d'un coup son budget. Donc ce n'est pas ce terrain-là qui l'intéresse. Et donc par contre, il dit ce qu'il faudrait, c'est travailler beaucoup plus collégialement, c'est-à-dire assembler des fonds qui sont des fonds publics, mais la Belgique a la plus grande proportion de collectionneurs privés au monde, donc travailler avec les collectionneurs privés, travailler également avec les musées qui ont des statuts secondaires, je dirais, par rapport aux grandes institutions. Lui a travaillé beaucoup en Tchécoslovaquie, en Amérique latine, etc., donc, en Espagne, etc. Donc il va créer des accords pour mettre en mouvement une capacité de monter des expositions de grande ampleur sans geler par des fonds, par des acquisitions de fonds, complètement son budget et donc son dynamisme. Alors, donc, ce qu'on se dit pendant 10 ans, c'est que pendant que nous concevons le musée que je vais vous montrer, les artistes travaillent, mais on ne sait pas, alors qu'on conçoit des espaces, on ne sait pas si la génération qui va arriver va définir des œuvres comme des timbres-poste qui s'envolent quand on marche ou des œuvres de 6 tonnes pour lesquelles il faut démonter la moitié du bâtiment pour les rentrer. On ne sait pas. Donc c'est bien ce qu'on étudie, c'est donc une capacité à mettre en œuvre des choses. D'accord ? Donc c'est un outil muséal. Dans notre esprit, c'est un outil muséal. Alors, comment est-ce qu'on va le fonder, cet outil muséal ? Eh bien, on se dit la chose suivante. Il faut que je vous dise une petite chose, vous allez beaucoup mieux comprendre après. Donc, la communauté française ne possède pas ces bâtiments, contrairement à ce que vous avez pu croire jusqu'à présent. Non, c'est la province du Hainaut qui possède ça. La communauté, elle a une amphithéose, donc un bail de 99 ans, sur ce demi-cercle, enfin ce quart, ce bâtiment et ce quart en ruine, de même que le développement qui est ici à l'arrière. Donc, alors que l'on va concevoir un musée, d'autres institutions fonctionnent, notamment il y a une société comme Siemens qui a un pignon sur rue à cet endroit, IBM, qui ont une série de bâtiments. D'autre part, la province a des activités culturelles dans le domaine du design déjà et dans le domaine de l'art contemporain depuis quelques années également. Donc c'est bien un ensemble de partenaires sur site. Par rapport à ça, on va très vite, nous, abandonner une hypothèse de travailler au milieu du secteur qui nous est dévolu, c'est-à-dire celui-là, de rentrer là. On va confirmer le statut du Grand Ornu comme porte pour l'histoire qu'il représente, pas seulement architecturale, mais sociale, etc., et comme porte pour le futur musée des arts contemporains. En matière de musée, également, on va travailler sur la notion suivante. Donc pour les œuvres et les salles, c'est le plus important à vous expliquer ce soir, parce que sinon ce serait trop long, mais pour les œuvres et les salles, ce qu'on a envie de mettre en œuvre, c'est qu'on part de la conviction qui est la suivante, qui est de dire on souhaite avoir des salles nouvelles dans ce lieu, parce qu'il n'y a pas assez de place, qui soient exactement comme on veut qu'elles soient, c'est-à-dire qu'ils soient les outils les plus adaptés aux situations dont on sera les héritiers demain. Et on veut également fabriquer, tout à l'heure j'ai parlé de projection, et je pense qu'à travers la projection et cette zone de frottement, ce qui est fondamental dans un projet d'architecture, c'est cette matière qu'on appelle l'échange.
S'il n'y a pas d'échange, pour qu'il y ait un très bon projet d'architecture, il faut un potentiel d'échange entre le projet et la société qui soit très important. Donc ici, qui dit échange, dit identité. Voilà. Donc il faut une identité de bâtiment, de construction neuve extrêmement appuyée et une identité du patrimoine, si vous voulez, d'identité sociale, culturelle de siècles, par exemple, extrêmement appuyée. Et la poésie va naître des jointures. Vous allez voir comment on fonctionne au niveau des jointures entre les deux secteurs. Alors, une autre chose, c'est que le musée dont on ne connaît pas la première œuvre, on se dit, ce qu'on va faire, on va travailler sur des éléments très simples qu'on peut expliquer aux enfants. Très simples, qui sont d'avoir des salles différenciées. Donc, il n'y a pas de convention, comme dans le musée 19e par exemple, où vous avez un hall et puis des salles avec des portes qui rentrent toujours par le milieu. Il y a bien sûr toute une série de gens qui ont travaillé un peu autrement, mais globalement, vous avez quelque chose pour lequel on vous donne la clé dès le départ. Ici, on ne va pas donner la clé. Pourquoi ? Parce que d'une part, on ne va pas concevoir un musée entièrement neuf, puisqu'il y a des lieux qu'on va occuper dans des salles qui vont, si vous voulez, se lever dans des lieux anciens. Dans ces puissances-là d'ailleurs, hein, dans des choses qui sont tout à fait extraordinaires parce qu'on ne les aurait jamais connues comme ça. Donc on va augmenter le potentiel d'exposition dans des lieux parties anciennes et créer des lieux neufs. Donc on va avoir cette manière de procéder. Donc on va travailler sur deux vecteurs très simples, je disais, explicables à des enfants, qui est cette différenciation va se faire sur le plan de la morphologie et sur le plan de la lumière. Alors la morphologie, très simplement, c'est bien sûr les rapports d'échelle, c'est aussi toutes les proportions dimensionnelles. Donc vous avez des lieux très longs et filés, un carré, des lieux très hauts, etc. Donc vous avez une série dans le langage, une série d'utilisations spatiales très différenciées. Une autre chose, c'est qu'on va également différencier les choses dans le domaine de la lumière. Et on va faire un pari, un challenge, on va ouvrir une porte d'un challenge qui est de dire, sous cette latitude, on va travailler à 90% du temps d'occupation du musée avec de la lumière, l'inverse d'ici, la lumière naturelle. Alors, bien sûr, c'est une forme de challenge parce que c'est très compliqué de savoir comment on peut faire en sorte qu'il y ait suffisamment de lumière pour les œuvres. Ça, c'est un problème de luxe et de lumière, enfin, très, très facilement, pas facilement, mais qu'on peut solutionner, hein, sur lequel on peut réfléchir. Alors, pourquoi voulons-nous travailler avec de la lumière naturelle? Pourquoi pas de la lumière artificielle? En fait, l'idée de base, c'est de faire en sorte que ce musée s'adresse, outre à l'esprit, s'adresse fondamentalement au sens, au corps. Et ça va nous guider dans le dessin jusqu'au moindre détail de poignée de porte, puisqu'on va tout dessiner, absolument tout. Donc, c'est le corps qui est très fondateur. Donc, c'est la promenade, c'est le fait d'être confronté à des œuvres et que ces œuvres vous apportent quelque chose. Donc, ce qu'on fait, classiquement, vous avez des musées qui fonctionnent avec un matériel didactique puissant. Par exemple, une œuvre, un panneau qui explique l'œuvre, une lampe qui focalise sur l'œuvre. En fait, la lampe et le panneau vous met à distance de votre propre perception de l'œuvre. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on se dit, ce que je dis n'est pas mesurable. Je tiens à ce que ce soit clair, ce n'est pas mesurable. C'est une conviction sensible, si vous voulez, mais on se dit, quand on visite ce musée et qu'un nuage passe au-dessus d'une salle, on peut avoir une déformation des lumières. C'est très bien. Et c'est mieux parce qu'on peut s'approprier par ce niveau sensible, perceptif, être dans des conditions sensibles pour faire en sorte que ce patrimoine ou cette puissance créative, si vous voulez, disponible par les Simèzes, eh bien, on puisse en acquérir une parcelle. Et demain, on est plus riche de cette parcelle. Donc, ce n'est pas seulement dans la compréhension, j'ai tout compris de cette exposition, c'est dans l'apport que ça génère chez vous, dans le langage que vous aurez demain, qui sera différent, puisque vous aurez énoncé ce que ça vous a apporté et non pas ce qu'on a souhaité que cela vous apporte. Donc, cette matière qui se conçoit en même temps que nous, on essaye de la traiter avec cette idée que nous allons mettre en œuvre des lieux puissants mais très simples, dans lesquels le potentiel de l'œuvre va être très important mais sensible. Je vais avancer un petit peu. Il faut savoir aussi qu'en matière d'histoire, oui, je vous dis quand même encore un mot et puis j'ai fini ça. En matière d'histoire, la considération qu'on a pour l'histoire porte plus sur l'histoire des attitudes que l'histoire des formes. Donc ce n'est pas les monnaies nature qui nous intéressent ici, c'est ce pourquoi ce langage est apparu à un moment donné. Et si on retrouve la vitalité qui animait
nos prédécesseurs, c'est de cette vitalité que nous sommes héritiers et non pas de ces formes. Ces formes n'ont pas de sens en soi. Elles ont un sens parce qu'elles se raccrochent non pas seulement à une histoire de l'architecture, mais à une histoire de société, à un développement social, à une volonté de faire certains types de choses. C'est ça qui est intéressant. Donc nous, ce à quoi tous ces branchements de PC qui ont été une vraie torture pendant 1 heure et demie, nous, on essaie de se brancher. C'est la même question et de faire en sorte de rendre des images, voilà, de rendre du sens. Alors, je vais passer ça. Voilà, je peux vous montrer un peu le développement du projet, puis on va circuler dedans. Surtout si je trouve comment la commande fonctionne. Voilà. Ceci, c'est un rez-de-chaussée. Je vais vous expliquer. Malheureusement, vous avez une amputation. Imaginez que vous avez un miroir ici et qu'on retrouve le même cercle. Ceci est donc la partie de rez-de-chaussée sur laquelle nous avons travaillé. Je vous ai dit qu'on a considéré une entrée là. Ce n'est pas du tout anodin de faire ça, parce que non seulement on disait il n'y aura pas de lutte, hein, il y aura un partage, il n'y aura pas de lutte sur le plan de l'héritage et de la création qu'on va faire, mais aussi on disait dans le même temps, on va acheter un seul billet. Celui qui est grand amateur d'archéologie, hein, d'histoire industrielle, viendra là, mais il aura dans son billet l'accès au musée, et réciproquement. Donc en fait, cette idée-là a fondé également une gestion de l'accueil du musée. Alors, vous trouvez ici tout ce qui est accueil, un petit centre en forme d'amande ici, que je vais vous expliquer dans un instant, qui est l'endroit où on projette comment dirais-je, tout ce qui est la situation historique, sociale, archéologique, etc. Tout ça se situe là. Avant que vous ayez fait un pas dehors pour circuler à votre aise, d'ailleurs, pouvoir rentrer à différents endroits dans le site ou dans le musée, vous savez, vous avez une série de connaissances, de sensibilité sur ce qui a constitué ce site, ce pourquoi ce site est apparu. Ensuite, vous avez cette grange au foin qui sert de salle d'exposition, mais entendez bien que le projet est complexe au point que cette salle n'appartient pas à la communauté, et donc française, n'appartient pas au ministère de la Culture, et donc il peut y avoir n'importe quoi d'autre comme occupation, voire un jour un autre programme, la communauté n'en est pas maître. Et donc vous avez une voie de circulation par l'extérieur pour atteindre le véritable hall du musée, avec son développement. Ici, dans un petit chancre, on a installé une salle de 50 places, tous les vestiaires, etc. Ceci, c'est la cafétéria. Ceci, ce sont les premières salles de musée, au-dessus desquelles et en dessous desquelles, enfin l'inverse, au-dessus desquelles et en dessous desquelles, on trouve l'administration. Une salle en forme de pont, vous allez voir, qui passe au-dessus des éléments anciens, une salle carrée, et tout ce qui est technique, cet ensemble-ci, se superposant à toutes les réserves qui émergent du sol de la hauteur de cette estrade.